Nous allons démarrer cette troisième plénière, donc, qui porte sur des projets qui sont très variés et des projets nationaux, et certains donc, en particulier sont financés par Vaincre la mucoviscidose. Donc ça va être les freins à l'activité sportive, ça va être aussi la place des orthophonistes dans les CRCM pour les troubles de l'oralité, et également d'autres projets financés par Vaincre la muco comme l'utilisation des huiles essentielles par les patients. Alors, avant que nous commencions, je voulais faire de la publicité pour les journées SHS Sciences humaines et sociales. Alors, je ne sais pas si la diapo va passer. Non, elle ne passe pas. Donc, je ne peux pas vous dire la date si je n'ai pas la diapo. Donc, c'est une deuxième journée où... 26 juin. Le 26 juin, merci. Donc, c'est une deuxième journée où les thèmes sont abordés sur toute une journée sur les sciences humaines et sociales. Ça avait été fait déjà à Créteil, si je me trompe, et donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très intéressant. Donc, il y a à la fois les projets financés par Vaincre la mucoviscidose qui sont présentés, et c'est aussi un moment de réflexion pour initier d'autres projets SHS, parce que c'est vrai que entre les équipes SHS et les CRCM, il faut qu'il y ait un petit peu un lien qui se renforce pour créer de nouveaux projets. Et puis, comme on a vu avec toutes les thématiques actuelles de la prise de Kaftrio, c'est une thématique très forte, quoi. Voilà. On va commencer. Donc on commence avec un premier topo sur l'activité physique, en binôme avec Fabienne Dary-Plonqueville, qui est professeure d'université et directrice du département STAPS à Nice, et Raphaël Ladune, qui est doctorante, et qui nous présente la promotion de l'activité physique chez les patients atteints de mucoviscidose, avec le développement d'outils de mesure de la balance décisionnelle. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes heureuses d'être là aujourd'hui et nous remercions évidemment les organisateurs de cet événement pour leur invitation. Donc comme c'est écrit, nous allons vous présenter un projet concernant la promotion de l'activité physique adaptée chez les patients atteints de mucoviscidose. Avec un focus particulier sur effectivement des outils de mesure de ce qu'on appelle la balance décisionnelle, on y reviendra tout à l'heure. Donc il s'agit d'un programme de recherche soutenu à la fois par l'association Grégory Le Marchal et Vaincre la mucoviscidose. Alors, on en a parlé un petit peu hier et je pense que beaucoup d'entre vous savaient que l'activité physique, dans la population générale comme chez les patients atteints de mucoviscidose, eh bien, comporte différents types de bénéfices. Donc, ces bénéfices sont observables dans cette population, notamment au niveau respiratoire, avec une diminution de l'apnée, une amélioration des capacités aérobie ou cardio-respiratoires. Mais il y a également d'autres types de bénéfices, dont on en parlait à l'instant avec le côté SHS, et bien des bénéfices psychosociaux, puisque l'activité physique va permettre d'agir sur les perceptions corporelles, donc va pouvoir améliorer l'estime de soi et plus globalement la qualité de vie, et également en fonction évidemment du type d'activité physique et de la dynamique des relations sociales, ça va pouvoir également agir donc sur la qualité des liens sociaux. Et puis, de manière plus spécifique, l'activité physique va également avoir des bénéfices sur le plan musculaire, donc retarder tous les effets de sarcopénie et d'une manière générale diminuer la fatigabilité musculaire. Alors, comme il y a de nombreux bénéfices, il y a bien sûr un certain nombre de recommandations. Et quand on regarde effectivement ces recommandations, on s'aperçoit que finalement, elles sont relativement proches. 150 minutes d'activité physique modérée par semaine avec effectivement 2 sessions de renforcement musculaire. Ce sont finalement également les recommandations observables dans la population générale. Et donc, on voit que finalement, les recommandations pour les patients atteints de mucoviscidose tendent à être proches de celles de la population générale.
Donc l'idée, c'est non seulement de maintenir une activité physique quotidienne au travers de déplacements, de bricolage, jardinage, etc., mais aussi d'avoir une activité physique de loisir qui puisse effectivement rentrer dans la vie de ces patients. Et on l'a évoqué hier, ceci est bien évidemment favorisé par les progrès et notamment le CAF-TRIO. Donc, une des présentations d'hier aussi a reprécisé qu'il y avait un consensus autour d'activités physiques avec un entraînement fractionné de haute intensité et puis des activités physiques d'endurance type course à pied, cyclisme ou encore squash ou natation. Alors, bien qu'effectivement ces recommandations et ces bénéfices soient à présent bien établis, eh bien, on constate malheureusement que le niveau d'activité physique des patients, même s'il est en augmentation, eh bien, ce niveau reste inférieur aux recommandations en vigueur. Bon, il faut dire que c'est un peu la même chose chez le commun des mortels. Et d'une manière générale, le niveau d'activité physique des patients va être inférieur aux individus du même âge n'ayant pas de pathologie. Donc cela nous interroge évidemment sur les raisons de ce manque d'engagement dans l'activité physique. Et on peut constater que sur ce thème, eh bien, il y a finalement très peu d'études dans la littérature qui vont nous éclairer sur les freins qui existent à l'engagement dans l'activité physique. Les études existantes, comme on va pouvoir le voir juste après, sont quelques études qualitatives avec de faibles effectifs et la plupart du temps menées chez les enfants. Et jusqu'à il y a quelques années et jusqu'à ce que l'on s'empare finalement de ce sujet, il n'y avait pas d'études portant sur la population adulte. Or, évidemment, comme les adultes représentent quand même plus de 50% de la population atteinte de mucoviscidose, il y avait bien évidemment un enjeu important de recherche chez ces patients. Alors, du coup, que nous dit la littérature sur ces barrières et ces facilitateurs ? Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les principales barrières et facilitateurs qui ont été identifiés par une équipe anglaise, donc d'Enford, qui a pu effectivement mettre au jour les motivations, les barrières et facilitateurs à l'activité physique, donc chez les enfants et les adolescents. Alors, comme vous allez le voir, dans l'ensemble des résultats que je vais vous présenter, il y aura en gros 3 grandes catégories. Ceux qui touchent finalement au physique, ceux qui touchent à la sphère psychologique et ce qui touche davantage finalement à l'environnement. Et donc, chaque fois, on verra que sur ces 2 registres-là, on peut identifier des barrières ou des facilitateurs. Alors, pour commencer, bien évidemment, les fluctuations de santé et donc, on va dire, le niveau de conditions physiques va bien évidemment être une barrière ou un facilitateur important chez les enfants. Quand on est en pleine phase de crise d'exacerbation, je vais y arriver, de la maladie, bien évidemment, ça n'est pas favorable à la pratique de l'activité physique. Ensuite, il y a également des facteurs psychologiques liés bien évidemment à la perception de l'activité physique, mais également à la perception de nos compétences par rapport à l'activité physique, avec évidemment aussi toutes les valeurs que l'on peut attribuer à l'activité physique en termes de perception de risque ou de bénéfices, également la perception de contrôle que l'on peut avoir de la maladie, et enfin les stratégies d'adaptation qu'on appelle aussi stratégies de coping par rapport au stress ou par rapport à des situations anxiogènes. Et enfin, donc il y a des facteurs plutôt environnementaux, que l'on parle d'environnement social, avec le rôle que peut jouer l'entourage sur un soutien à la pratique ou au contraire un frein, on l'illustrera tout à l'heure.
et puis aussi finalement le mode de vie, avec parfois des priorités concurrentes lorsqu'on a des obligations professionnelles ou familiales, et enfin tout ce qui va concerner l'accès à des offres adaptées d'activité physique autour de soi. Donc tous ces facteurs-là qui ont été identifiés chez les enfants, c'est déjà quelque chose effectivement d'intéressant. Et vous voyez, c'est récent, hein, 2020. Et par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'existait pas d'études chez les adultes. Donc c'est pour cela que dans une étude donc, pilotée donc, effectivement par Raphaël en 2021, nous nous sommes intéressés effectivement à cette problématique chez les adultes. Et donc, nous avons retrouvé les mêmes catégories effectivement que chez les enfants, avec donc une spécification dans la population adulte. Donc, vous voyez que par exemple dans les barrières physiques, on va retrouver les phénomènes de fatigue engendrés par l'activité physique, bien évidemment ce qui est spécifique à la maladie des contraintes respiratoires. Sur le plan psychologique, le manque de capacité physique perçue ou le manque de motivation et d'intérêt pour l'activité physique. Et puis, bien évidemment, chez les adultes, la notion de priorité concurrente est centrale, bien plus que chez les enfants, ainsi que le manque de soutien social. Concernant les bénéfices, donc là, on a des bénéfices à la fois respiratoires, une amélioration de l'état physique général, voire également des stratégies de préparation à la greffe. Enfin, donc sur le plan psychologique et environnemental, des perceptions positives de l'activité physique, une augmentation de l'estime de soi et du sentiment d'accomplissement, et donc un soutien social important, ainsi que donc l'existence d'offres en activité physique adaptées autour de soi. Alors là, vous avez des petits exemples de verbatim de patients. Voilà, je m'essouffle très vite. Donc là, on voit que ça va être quelque chose qui va être un frein sur le plan physique. Je ne me déplace plus, je ne peux pas revenir, je vois mal comment je pourrais faire une activité physique. Donc là, on voit le manque de compétences perçues pour l'activité physique. Ici, mon mari, il est plutôt en train de me dire « vas-y doucement ». Ma fille est toujours derrière moi, maman, fais attention, tu vas te faire mal. Donc là, on voit que finalement, le comportement de l'entourage peut aussi être un frein finalement à l'activité physique. Et puis inversement, donc ici, l'activité physique développe ma capacité respiratoire. Donc là, on voit effectivement ces bénéfices perçus, ne serait-ce que pour la santé, mais on se sent mieux, je me sens mieux. Donc là, finalement le gain de qualité de vie, et on rencontre des gens et c'est cool. Donc là, on va dire les bénéfices plutôt sociaux qui sont donc rapportés effectivement par ces patients adultes. Alors, c'est un travail que nous avons, pour ceux que ça intéresse, donc publié dans cette revue, dans laquelle vous pourrez potentiellement retrouver plus de détails. Alors, maintenant, la question se pose finalement de savoir, et c'est super parce que finalement c'est un modèle qui a été présenté hier après-midi, donc ça va nous permettre de gagner du temps. La question est de savoir maintenant comment on peut comprendre cette logique d'engagement dans l'activité physique chez ces patients, et surtout comment on peut accompagner effectivement le changement vers un mode de vie plus actif. Donc, comme cela a été présenté hier, le modèle transthéorique du changement permet de concevoir que nous n'avons pas tous le même niveau d'engagement dans l'activité physique ou dans des comportements de santé. Et globalement, on peut identifier plusieurs stades, depuis le stade dit de pré-réflexion ou de pré-contemplation, dans lequel on ne se sent pas du tout concerné par un changement. Donc, moi, faire de l'activité physique, non, pas pour moi. Ou moi, arrêter de fumer, non, pas du tout, pas pour moi. Et puis, après, progressivement, donc, on va pouvoir prendre conscience, finalement, des risques, de la nécessité de changer de comportement, jusqu'à, effectivement, donc, avoir une balance qui va être équilibrée entre les freins et les bénéfices perçus du changement. Donc là, on va se préparer au changement.
Et puis après, la balance décisionnelle va pencher finalement du côté des bénéfices perçus et des avantages du changement. Et là, on va rentrer dans l'action, tout l'enjeu étant ensuite de maintenir ce changement durablement pour que cela devienne véritablement ce que l'on appelle une habitude de santé. Donc, cette perception des bénéfices et des freins au changement, ça fait référence au concept de balance décisionnelle donc, qui est donc au centre de notre présentation et qui suit donc finalement les différents stades de ce modèle transthéorique. Donc là, typiquement, lorsque, comme je vous le disais, il y a dans la balance plus de leviers que de barrières, eh bien, on va être dans les stades effectivement avancés du modèle, et donc on va être plutôt dans une logique d'action et de maintien du comportement de santé. Alors que, inversement, lorsqu'il y a plus de barrières que de leviers perçus, eh bien, on va être davantage au premier stade du modèle, avec donc cette problématique de devoir accompagner la personne et de devoir la faire cheminer. Et donc, comme ça a été précisé hier, cela se fait souvent dans le cadre, en tout cas au départ, d'un entretien motivationnel. Donc, dans cette logique d'accompagnement au changement d'une part et de meilleure évaluation finalement des profils des patients, nous avons souhaité finalement développer différents outils de balance décisionnelle pour l'activité physique, avec différentes versions que l'on va vous présenter. Donc la première chose que l'on a développée, c'est un outil de balance décisionnelle pour l'activité physique pour les patients adultes. Donc c'est un outil effectivement que l'on a développé en 2021 et qui, comme tout à l'heure, donc distingue les facilitateurs, les leviers, les bénéfices perçus de l'activité physique selon les trois grandes composantes que j'ai pu vous relater, donc physique, psychologique et sur le plan environnemental. Et donc je vous donne ici quelques exemples. Donc par exemple sur le plan physique, on est là donc sur les bénéfices perçus. Cela développe mes muscles respiratoires et cela réduit mon essoufflement. Cela améliore mon endurance. Cela améliore ma force et ma masse musculaire. Une bonne condition physique favorise la réussite de la greffe. Donc vous voyez effectivement que ce sont des items que l'on a pu identifier et formuler grâce à l'ensemble des entretiens qu'on avait pu faire en amont et qui nous ont permis donc de respecter les différentes étapes de validation d'un outil psychométrique. Sur le plan psychologique, c'est l'occasion de penser à autre chose, donc effet de distraction. Cela me fait plaisir, cela me permet de rencontrer d'autres personnes. Donc là, on retrouve les bénéfices perçus qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, sur le plan environnemental, je bénéficie d'un encadrement compétent pour ma pratique, je bénéficie de lieux adaptés à ma pratique, j'ai une offre de pratique près de chez moi. Donc là, pareil, vous voyez que sur chacune de ces dimensions, on va pouvoir évaluer finalement le profil du patient et voir finalement donc comment il perçoit donc ces facilitateurs. Et puis inversement, et bien évidemment c'est ce qui va aussi nous intéresser particulièrement, il y a la même chose pour les barrières, avec donc 13 items, 4 sur le plan physique, cela me fatigue trop, je supporte mal l'effort physique, je m'essouffle très vite, je désature très vite. Des barrières plutôt psychologiques, avec, vous voyez, des items avec j'ai peur d'être contaminé, j'ai peur d'être trop essoufflé, j'ai peur d'être mal vu, je ne pense pas être capable. Donc là, on retombe sur les faibles perceptions de compétences, je n'arrive pas à suivre le rythme. Et pareil, sur le plan environnemental, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'offres qui me conviennent près de chez moi, je n'ai pas l'encadrement adapté à mes besoins. Donc là aussi, on va pouvoir avoir un score spécifique pour chaque profil de patient et du coup, arriver ensuite à cibler l'intervention en fonction des besoins. Donc là, c'est pareil, c'est un travail que nous avons publié dans cette revue
donc qui permet effectivement d'avoir donc tout le détail du processus de validation psychométrique et puis d'avoir finalement toute l'échelle disponible. Alors évidemment, on était très content déjà d'avoir pu développer cet outil. Pour autant, un certain nombre de limites à cet outil ont pu très rapidement, parce que bon, c'est un travail que l'on a fait en collaboration avec notamment le CRCM de Gien et de Roscoff, donc on a pu très rapidement finalement tester l'acceptabilité de cet outil, et on s'est rendu compte que finalement c'était pas super adapté au quotidien des professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que la passation était chronophage, que le traitement des résultats était long et fastidieux, que par ailleurs c'était pas très facile d'échanger entre professionnels de santé sur les résultats, d'avoir notamment un suivi des patients concernant effectivement leur profil. Et qui plus est, on s'est rendu compte que c'était un questionnaire qui n'était pas du tout adapté à la population des enfants. Du coup, cela nous a ouvert de nouvelles perspectives et de nouveaux objectifs dont Raphaël va maintenant vous parler. Merci. Donc en effet, nous avons eu plusieurs objectifs à la suite de ce travail, et notamment de développer des versions de ce questionnaire qui étaient adaptées à la fois aux enfants et aux adolescents qui ne répondent pas aux mêmes problématiques que les adultes, et qui permettaient ainsi de pouvoir sensibiliser cette population dès le plus jeune âge. Donc nous sommes vraiment concentrés sur deux types de populations, donc les enfants de 6 à 10 ans et ensuite les adolescents de 11 à 17 ans pour bien cerner leurs problématiques. Dans la même temporalité, on a décidé de développer notre questionnaire adulte sous une forme numérique, ce qui allait nous permettre du coup de pouvoir le faire passer plus facilement, d'avoir un traitement des résultats qui allait se faire en instantané et qui allait pouvoir également donner ce qu'on va appeler des recommandations personnalisées en fonction du profil de la personne. Si on a plutôt quelqu'un qui est orienté vers des barrières, vers des facilitateurs, et en fonction de leur nature. Je vais commencer par vous présenter le développement des versions enfants et adolescents. Donc, en effet, les enfants et les adolescents ne vont pas être soumis aux mêmes contraintes, que ce soit par leur stade de développement, que ce soit par leur emploi du temps, ou également le fait qu'ils dépendent plus facilement des parents ou des personnes de leur entourage pour pouvoir se déplacer et du coup aller sur les zones d'activité physique. Nous nous sommes donc concentrés sur une version pour les plus jeunes qui allait être assez courte, qui allait être également imagée et avec des phrases courtes et faciles à comprendre pour vraiment arriver à les toucher et arriver à avoir leur attention, et qui se fait avec une passation accompagnée, donc soit d'un adulte, soit d'un professionnel de santé, leurs parents, quelque chose qui vraiment se fait d'une manière guidée et accompagnée. Et à côté de ça, une version plus proche de celle de la version des adultes, une version pour les adolescents, qui va se faire avec des items pareils simplifiés par rapport à ceux de la version adulte, et avec une passation en autonomie. Au niveau des étapes de développement de ces outils, nous avons fonctionné de la même manière que pour les adultes. Donc, nous sommes partis sur 4 étapes, selon les recommandations de la littérature de Vallerand en 1989. Et nous avons commencé avec une version préliminaire qui a été construite grâce à une revue de la littérature approfondie. Nous avons commencé à formuler des items, très nombreux, et nous leur avons fait passer ce qu'on appelle un test de clarté et de pertinence pour vérifier qu'ils étaient facilement compréhensibles par les personnes que nous avions en face de nous, les enfants et les adolescents, et que également ces personnes y voyaient un intérêt dans un questionnaire mesurant les barrières et les facilitateurs à l'activité physique. Les étapes 2, 3 et 4 se font en simultané, donc c'est dans le but de tester la dimensionnalité, la fiabilité et la validité de construit. Donc vérifier que notre questionnaire est bien conforme à nos attentes au niveau de sa construction interne, de vérifier qu'il est également stable dans le temps, c'est-à-dire que qu'importe le moment où nous le faisons passer, les indices seraient similaires, en tout cas sur des périodes qui sont assez courtes, et également que ce questionnaire va avoir des liens avec des tests psychométriques déjà validés. Nous sommes appuyés notamment sur les questionnaires de mesure de la qualité de vie, du niveau d'activité physique et les tests de marche ou les valeurs psychométriques. Pour ces étapes-là, nous avions besoin de 20 personnes pour la première étape et d'environ une centaine de personnes pour les étapes 2, 3 et 4. Pour la validation de la version enfant, nous avons commencé avec un premier échantillon de 20 personnes qui mêlaient à chaque fois chercheurs, enfants, parents et professionnels de santé.
Et nous avons décidé de leur faire passer une première version qui était sans images, qui était avec énormément d'items. Et nous avons eu des résultats qui étaient assez faibles. En effet, on peut voir que les moyennes de la clarté sont très basses. Donc, ce sont des scores qui sont sur 6. Et là, nous sommes partout en dessous de 3. Pour rectifier le tir, nous avons rediscuté avec notre équipe collaboratrice et nous avons décidé de partir sur des items qui vont être imagés et avec les phrases courtes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus parlants pour les enfants. Nous avons de nouveau fait passer des étapes de clarté et pertinence qui sont encore actuellement en cours. Et même si ce n'est pas encore tout à fait terminé, on peut constater que les résultats sont nettement meilleurs. Nous avons des moyennes qui sont aux alentours entre 4 et 5. Nous avons drastiquement diminué le nombre d'items et à terme, nous aimerions arriver sur une version expérimentale de 9 items pour les barrières et 9 items pour les facilitateurs. Donc à chaque fois, 2-3 items pour les sous-catégories. Au niveau de la version adolescente, nous avons procédé de la même manière. Nous avons fait un premier questionnaire qui était très long, très dense, et nous avons soumis, pareil, à des adolescents, des chercheurs, des parents et des professionnels de santé pour analyser la clarté et la pertinence. Les scores ont été assez rapidement très élevés. Il y a eu une phase d'ajustement qui nous a permis d'obtenir une version expérimentale qui était constituée de 32 barrières et 22 facilitateurs. C'est avec cette version expérimentale-là que nous sommes en train de réaliser actuellement les tests de dimensionnalité, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Nous sommes actuellement sur un effectif de 36 et nous souhaiterions arriver sur un effectif de 100. Nous rencontrons actuellement quelques difficultés pour rencontrer des patients. Donc, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous contacter. Au niveau de la version numérique de la balance décisionnelle, donc l'application Mucobalade, nous sommes partis sur une idée de co-design de l'application. Donc, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur d'arriver à avoir cette application qui était construite en lien avec les professionnels de santé et les patients pour qu'elle soit facile à utiliser d'un côté comme de l'autre, que les personnes y retrouvent les informations nécessaires pour eux et qu'ils aient un design qui soit assez fluide et qui leur donne envie d'y participer. Donc nous avons pu définir ensemble le contenu et les fonctionnalités de l'application. Nous étions un comité de 22 personnes. À partir de là, nous avons réalisé une application avec des collaborateurs en design d'application et nous avons pu mettre en place une vidéo de présentation de l'outil et réaliser ce qu'on va appeler la test de mesure d'acceptabilité. Donc, qu'est-ce que c'est ? On y reviendra un petit peu après, mais globalement, c'est le visionnage d'une vidéo, des questionnaires et des entretiens semi-directifs pour ensuite permettre de mettre à jour l'application et de vous la proposer. Donc, au niveau de la mesure d'acceptabilité, la première étape, ça va être de visionner une rapide vidéo que je vais vous présenter un petit peu après, de venir remplir un questionnaire, donc l'UTAOT2, qui est un questionnaire qui permet de venir se focaliser sur 7 catégories et qui vont permettre de voir l'intention comportementale et l'idée du comportement d'utilisation futur sur l'application. Cela va nous permettre d'avoir des ajustements si besoin. Et nous avons également utilisé des items de l'anxiété technologique de l'outil CATS. Et enfin, nous proposons pour une vingtaine de participants de réaliser des entretiens semi-directifs afin d'avoir un retour oral et des échanges au niveau de cette application pour voir quelles améliorations nous pourrions y apporter. Au niveau des résultats de l'acceptabilité, donc pareil, c'est actuellement en cours, nous avons quand même des résultats qui sont assez satisfaisants. Il faut savoir que sur tous les scores, le score est noté sur 7. Donc nous sommes sur le score le plus bas aux alentours de 4,64, mais nous sommes globalement systématiquement au-dessus de 5, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Nous avons un échantillon pour l'instant qui est assez divers. Nous avons des patients, des professionnels de santé, et nous sommes environ à la moitié de l'effectif souhaité. Pour conclure vis-à-vis de ces outils, la balance décisionnelle en activité physique chez les personnes atteintes de mucoviscidose a vraiment un intérêt, notamment dans la représentation de l'ambivalence et dans le choix d'adopter des comportements réguliers en activité physique. Comme on l'a vu tout à l'heure, et comme dans la population lambda, l'activité physique reste en dessous des taux de pratique et il est vraiment nécessaire et important que ces taux de pratique arrivent à être davantage élevés. Et l'identification des barrières et des leviers à la pratique physique serait vraiment un moyen pour davantage améliorer cette observance de l'activité physique.
Au niveau des créations d'outils adaptés, donc pour récapituler, nous avons 3 outils. Un questionnaire pour les 6-10 ans qui permettrait de sensibiliser dès le plus jeune âge à la culture du sport. Un questionnaire pour les 11-17 ans qui permettrait d'accompagner lors de l'importante transition qui est l'adolescence et tous les changements avec lesquels elle s'accompagne. Et l'application Mycobalade qui permettrait vraiment d'être au plus proche des personnes adultes en facilitant les passations, en facilitant également les échanges avec les professionnels de santé, parce que vous allez le voir, cette application n'est pas là que pour les patients, mais vraiment également pour les professionnels de santé, pour leur permettre d'échanger les résultats et de faire apparaître des résultats en instantané avec des recommandations personnalisées. Je vais vous proposer de visionner cette rapide vidéo sur l'application Mycobalade. Je vous invite à y être assez attentif. À la fin, il y aura un petit QR code, si jamais vous êtes d'accord de le scanner pour répondre au questionnaire qui suit. Ça serait super. Alors hier, ça marchait. Est-ce que c'est possible d'avoir du son, s'il vous plaît ? Merci. Bienvenue dans cette démonstration de l'application Mycobalade, l'application dédiée aux patients atteints de mucoviscidose et aux professionnels de santé. Elle a pour vocation de faciliter la passation du questionnaire qui mesure les barrières et les leviers à l'activité physique. L'application est accessible à partir d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'un ordinateur. La balance décisionnelle est un bilan des pour et des contre dans le choix d'apporter ou non un changement. Elle permet de déterminer si une personne se sent prête à démarrer un changement de comportement dans un futur proche. Si les éléments en faveur de la situation actuelle pèsent plus lourd dans la balance, alors la personne n'envisage pas de changer de comportement. A l'inverse, si les éléments en faveur du changement pèsent plus lourd dans la balance, c'est que la personne envisage un changement de comportement. Le questionnaire proposé par l'application Mycobalade va ainsi permettre de déterminer la position des personnes touchées par la mucoviscidose vis-à-vis d'une pratique physique régulière et relever les leviers et les barrières à cette pratique physique. Les leviers, ou facilitateurs à l'activité physique, regroupent l'ensemble des éléments encourageant la pratique physique régulière. Ils peuvent être d'ordre physique, comme l'amélioration de l'état de santé général, d'ordre psychologique, comme les perceptions positives de l'activité physique, ou d'ordre environnemental, comme la disponibilité des infrastructures en activité physique. Les barrières, ou freins à l'activité physique, regroupent l'ensemble des éléments limitant la pratique physique régulière. Ils peuvent être d'ordre physique, comme l'essoufflement, d'ordre psychologique, comme le manque de motivation ou d'intérêt envers l'activité physique, ou d'ordre environnemental, comme le manque d'offres en activité physique. Du côté des patients, c'est très simple. Votre médecin, infirmière ou enseignant en activité physique adaptée vous crée votre profil à l'aide de votre adresse électronique. Vous recevez un lien directement dans votre boîte mail, parfois dans vos indésirables, à l'aide duquel vous pourrez créer votre mot de passe. Vous arrivez ensuite sur votre espace personnalisé où vous serez invité à remplir le questionnaire. Les affirmations concernent d'abord les leviers à la pratique physique, puis les barrières. Vous disposez à chaque fois de 6 éléments de réponse en fonction de votre degré d'accord, allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Une fois le questionnaire terminé, votre profil personnalisé en fonction de vos réponses s'affiche. Vous avez tout d'abord le score de la balance décisionnelle. Si celui-ci est supérieur à 0, c'est que vous disposez de davantage de leviers à la pratique physique que de barrières. A l'inverse, s'il est négatif, c'est que ce sont les barrières qui priment sur les leviers. Enfin, si le score est de 0 ou proche de 0, cela signifie qu'il y a autant de leviers que de barrières à la pratique physique.
Ensuite, il est possible d'avoir le résultat pour chacune des sous-catégories avec en un coup d'œil la comparaison des barrières et des leviers en fonction de leur nature, physique, psychologique et environnementale. Enfin, des recommandations personnalisées apparaissent en fonction des réponses au questionnaire. L'intégralité de vos réponses, résultats et recommandations sont ensuite consultables par les professionnels de santé indiqués sur votre profil. Vous pouvez également les consulter à tout moment et les télécharger si besoin. Passons à présent du côté des professionnels de santé. L'accueil permet en un coup d'œil de voir les personnes qui y sont associées, d'en sélectionner une, d'en modifier les informations, de transmettre un nouveau questionnaire à remplir, et d'obtenir les résultats des questionnaires déjà effectués, qu'il est possible également de télécharger. Les professionnels de santé ont la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs, qu'il s'agisse de médecins, infirmiers, enseignants en activité physique adaptée, patients ou chercheurs, simplement à l'aide d'une adresse électronique. De la même manière que pour les patients, les professionnels de santé reçoivent le lien pour créer leur compte via un courriel électronique. Il est alors possible d'ajouter des professionnels de santé référents et un questionnaire qui s'affichera dès la création du compte. Dès que le questionnaire est rempli par le patient, les professionnels de santé en sont informés à l'aide de notifications en haut à droite de l'écran. Enfin, terminons avec une présentation des profils chercheurs. Le profil chercheur permet de récupérer les données issues des questionnaires tout en garantissant l'anonymat des personnes. Ainsi, toutes les données concernant l'identité sont indisponibles, seuls les résultats au questionnaire sont accessibles. Il est alors possible de sélectionner l'intégralité des données ou de les sélectionner en fonction des dates de passation. Nous espérons que cette vidéo vous aura donné l'ensemble des informations utiles pour utiliser notre application. Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements supplémentaires. À bientôt! Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à vous lever pour rompre avec la sédentarité, faire quelques étirements et pouvoir profiter au mieux de ce congrès et de scanner en même temps le petit QR code. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a le temps pour une question. J'avais une petite question. Je voulais vous féliciter. Vous avez présenté au colloque des jeunes chercheurs, c'était vraiment passionnant. Ce qui est formidable, c'est qu'on travaille sur les freins et puis que le patient fait son auto-évaluation, c'est très bien. J'avais une question, je suis nutritionniste. On parle des freins avec la fonction respiratoire, etc. Là, on se demande comment on approche le surpoids, voire l'obésité. Naturellement, on sait que le yaka-foka, il faut éviter, du style, il faut faire du sport, il faut manger mieux, tout ça, c'est comme la cigarette, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous intégrez cette dimension, justement, du frein à une augmentation de la corpulence ou du bénéfice à faire du sport en cas de prise de poids importante? Est-ce que c'est un élément que vous allez intégrer ou que vous avez déjà intégré? Voilà. Alors, c'est vrai que dans les entretiens qu'on avait réalisés, ce n'était pas quelque chose qui avait pu émerger de manière prioritaire. En revanche, on sait actuellement que c'est une problématique, de toute façon, de santé publique dans la population générale et également qui va toucher les patients atteints de mucoviscidose. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu intégrer, mais je pense que c'est un facteur important qu'il faudrait sans doute rajouter. Alors,
Effectivement, ce que l'on sait, pour avoir travaillé avec ces publics en situation d'obésité dans un autre projet, on sait que ce sont des personnes qu'il est complexe d'accompagner, qui ont souvent été dans des situations d'échec pour des régimes, pour créer des habitudes d'activité physique. Et donc, on sait que chez ces personnes, il y a également un accompagnement sur le plan psychologique qui est important. Chez ces personnes, il y a également parfois des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui font que les stratégies d'autorégulation sont difficiles. Donc oui, c'est une problématique, mais je pense qui touche d'une manière générale la population générale. Et dont il faudrait tenir compte également dans cette population spécifique. C'est intéressant parce qu'on a fait tout un travail de la muco-historique où ce n'était pas abordé, puis depuis qu'il y a cette évolution des modulateurs, voilà. On se retrouve avec cette problématique et toute la prise en charge de l'obésité, en fait, avec toute la littérature qui est différente. Quoi. Complètement. D'accord. Et on voit que cette population, finalement, atteinte d'une pathologie, quelque part se normalise, entre guillemets, c'est-à-dire que, finalement, elle rencontre les mêmes difficultés que la population générale. En tout cas, bravo pour ce travail qui est très utile pour les patients qui s'analysent et aussi pour les professionnels. C'est vraiment magnifique. Bravo. Avec plaisir. Merci. On va passer à la présentation suivante. Alors, c'est une présentation de Rachel Alini, qui est orthophoniste au CRCM de Dunkerque. Et donc, le sujet, c'est le lien entre troubles de l'oralité et mucoviscidose et la place de l'orthophoniste au sein des CRCM. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Bon, j'attends que ça charge un peu. Apparemment, c'est très long. Du coup, j'en profite rapidement déjà pour remercier avant tout la filière de m'avoir proposé de participer et remercier aussi l'association Vaincre la mucoviscidose qui justement subventionne le poste et qui a diffusé aussi un questionnaire. Je ne sais pas, sûrement certains d'entre vous... vous avez pu le remplir parce que je dirige un mémoire justement par rapport au lien entre troubles d'oralité et mucoviscidose. Et il y avait un petit questionnaire à destination des professionnels de santé et une vidéo, je vous en parlerai en conclusion. J'ai besoin d'Internet. Bonjour. Je dois me connecter à Canva. Je suis désolée. On peut connecter à Internet en fait. Ah, ça connecter le PCS. Désolée. Non, je vous en prie. Parfait. Là, c'est bon? Non, pas bon. Ah, mais il y a des VPN, je sais pas si ça bloque ou pas. Pas mon ordinateur en plus, donc je saurais pas vous dire. J'ai le mien au pire. Est-ce qu'on peut mettre votre ordinateur? Je crois qu'il y a des VPN qui bloquent en fait. Je vais ramener le mien. Bon, désolé, je dois ramener mon ordinateur apparemment. J'arrive tout de suite. Bon, petit problème technique, on peut refaire la pub pour la journée SHS si vous voulez, en attendant. Merci. C'est un ordinateur pro?
est classique. Du coup, c'est exactement le même. En fait, celui-là, Ah, moi, non, 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 c'est le mien. Je vais pas être bloqué. Ah, oui. Hop. Bah voilà, de toute façon, là, j'aurai la Mettez-vous Internet avant, présentation. peut-être. Oui. Et alors, Là-haut. je prends ça? Oui. Celui-là. Celui-là, oui. Ok. Se connecter. Et la clé, Wi-Fi.esm. c'est en majuscule? En minuscule, en minuscule. Wi-Fi. .esm 2827. Merci. Oui. Normalement, une page automatique s'ouvre à vous. Alors, allez-y. Désolée, apparemment, il y a des problèmes de sécurité. Du coup. Bah, non, je crois que ça marche, là, du coup. Normalement. Alors, je vous laisse essayer Internet avant d'ouvrir une page. Vous êtes sûr de connecter à Internet? Cliquez sur Facebook. Bah, je vais, si je dois, je vais Vous avoir n'avez le pas un mien, PowerPoint mais... ou un PDF? Parce que c'est vrai que c'était pas prévu de le faire en ligne comme ça. En fait, non, mais je vais le faire sans, c'est pas grave. Moi, je l'ai là sous les yeux, en fait. Donc, ouais. Attendez, je vous envoie l'écran. Mais du coup, ça, là, on peut... Là, je suis branché, et là, on le voit. Bah, on peut le laisser comme ça. Tout à fait. Oui, ok. Alors, juste qu'il dépasse, je vous balance. D'accord. Bon. Désolé, on a réussi à régler le problème technique plus ou moins. Merci. Donc, les liens entre... Ça va être mien, donc je commence, c'est pas grave. Les liens entre troubles d'oralité alimentaire et mucoviscidose. Je vous ai laissé la terminologie un peu plus archaïque de troubles d'oralité alimentaire, puisque c'est une terminologie qui évolue quand même fréquemment. En tout cas, au niveau de la recherche, vous pourrez voir troubles d'oralité alimentaire, troubles alimentaires pédiatriques. Ça, c'est du coup le dernier consensus de 2019 de Godet et al. Vous pouvez aussi voir dans la recherche dysoralité sensorielle. Ça va venir, faut y croire. Du coup, en tout cas, quelques chiffres. Hors mucoviscidose, un enfant sur 4 serait touché par un trouble alimentaire pédiatrique. Donc, ça sous-entend concrètement que l'importance, en tout cas, d'un diagnostic et d'un repérage précoce. Au niveau des critères d'inclusion et d'exclusion, particulièrement dans le DSM-5, en tout cas, c'est un trouble qui n'est pas lié à un trouble du comportement alimentaire, qui n'est pas lié à une malnutrition ou à des pratiques culturelles différentes. C'était la persistance de la prise alimentaire, c'est la persistance des troubles de la prise alimentaire qui dure au moins 2 semaines. Entre 2 semaines et 3 mois, on va qualifier le TAP d'un trouble aigu. Plus de 3 mois, ça va être un TAP chronique. Au niveau de la terminologie, donc trouble alimentaire pédiatrique, ce qui peut être reproché, c'est que les adultes ne sont pas forcément identifiés. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, en tout cas dans la littérature. Je pense que ça va venir un peu plus tard. Ce qui a été constaté, en tout cas, c'est qu'il y a peu d'outils existants actuellement. En tout cas, très peu sont liés à la mucoviscidose. C'est principalement des échelles qui existent. Il y a le CRCM de Bordeaux qui a justement fait publier en 2014 et qui a voulu un petit peu chercher au niveau statistique, au niveau des enfants de la population de ce CRCM. 40% apparemment des enfants de ce CRCM en 2014 avaient des difficultés alimentaires et 24% étaient porteurs d'un TAP.
Au niveau des indicateurs retenus, c'était un manque d'appétit, une lenteur lors de l'alimentation, des difficultés de mastication, une sélectivité alimentaire, des comportements d'évitement et une absence de plaisir. Donc, au niveau du rôle de l'orthophoniste, quand je vois les indicateurs retenus qui sont très bons, il va quand même manquer certaines choses, d'où notre rôle au sein des CRCM pour une évaluation plutôt globale de type oromyofonctionnel de la fonction d'alimentation en lien avec la ventilation et le développement langagier, bien évidemment, puisqu'on a un continuum entre oralité primaire et oralité secondaire. Donc, oralité primaire, pour faire très simple, ça va être tout ce qui est trouble de la succion. Donc là, on est dans un trouble de quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. Et on vient ensuite le stade de la mastication. Et là, on est dans l'oralité secondaire. Et donc là, on est plutôt dans un apprentissage des praxies. Et donc dans une action qui est plutôt volontaire. Je continue. Je continue. Bon, au niveau des... Ah, quand même. Bon, c'est là qu'il y a les images. À la limite, avant, c'était juste du texte. Dans votre... non, j'aurais pas dû dire. Maintenant, il y a un faux contact au niveau de mon PC. La fille qui n'a pas de chance. Hein. Je suis un peu Pierre Richard, donc je suis habituée. Je sais qu'il faut que je gère mon stress, ça va aller. C'est pas grave. Merci. C'est pas beau. Faut pas dire c'est bon, en fait. J'ai compris. Vous l'avez sur un... Sur Canva, du coup. Non, il faut peut-être continuer le texte comme ça, parce qu'après, on va perdre pas mal de temps. Il faut continuer sur la même forme. Hein, tant pis. C'est pas grave, j'ai fait pour rien. Enfin, pas pour rien, mais j'ai fait pour moi. C'est pas grave. Comme ça, vous êtes obligé de m'écouter, vous avez rien à regarder, donc pas trop le choix. Regardez juste. Oui. Avec le temps à ça marche bien. Ouais. C'était juste. Vous pouvez le mettre sur clé USB là-dessus ou pas? Mais il me faut... Oui. Bah, je vais continuer quand même et je le mets sur clé USB. Je peux faire deux choses en même temps, normalement. Je peux. Sinon, vous laissez brancher, mais avec le faux contact, ça va... Non, mais je vais le faire, ça va aller. Alors, je continue. Alors... Donc, du coup, au niveau de la corrélation, on a les facteurs médicaux. Hop. Donc, on a un lien entre les atteintes organiques et les difficultés nutritionnelles, tout ce qui est fatigue et diminution de l'appétit. Il y a aussi tout le facteur des douleurs digestives, tout ce qui est RGO, particulièrement à mettre en lien, du coup, avec un possible trouble alimentaire pédiatrique, ou en tout cas essayer de repérer certains signes. Ensuite, on a aussi le critère sensoriel. Du coup, attendez, parce que je dis que je peux faire deux trucs en même temps, mais c'est moyennement vrai. Hop, voilà. Et donc là, c'est tout ce qui est sollicitation corporelle négative. Donc forcément, là, je vais penser à tout ce qui est aérosol, prélèvement pharyngé, qui sont nécessaires quoi qu'il en soit. Sauf que la zone extrabuccale peut être fort sollicitée. Je pense que c'est bon. Vérifiez quand même. Et du coup, créer une hypersensibilité, que ce soit extrabuccale, voire intrabuccale, et ce qui peut provoquer un désinvestissement de la sphère orale. C'est un PDF. Ça, ouais. Voilà, quand même. J'ai vraiment travaillé, je vous assure. Merci. Et on peut l'applaudir, hein, la pauvre. C'est bien. Bon, je passe très très vite. Merci. Bon, c'est quand même mieux. C'est plus pratique pour moi en tout cas, et pour vous par ailleurs.
Donc, il y a aussi, donc je vous remets juste très vite, le facteur médical, le facteur sensoriel, le facteur psychocomportemental. Donc là, on a une majoration de l'anxiété parentale de manière générale. Concrètement, oui, c'est anxiogène de ne pas réussir à bien nourrir son enfant. En tout cas, c'est plus dans la vision parentale. Il peut y avoir des pressions parentales concernant le poids, bien évidemment. On l'a vu au CRCM, voilà, une maman qui pesait son enfant toutes les semaines. Où on a gentiment dit que voilà, ce n'est pas obligatoire et il faut aussi que les parents se fassent confiance concrètement. Des pressions parentales concernant l'hygiène, à l'extrême en fait. Évidemment, on a entendu hier, et c'était très intéressant, du coup, le groupe de recherche par rapport à tout ce qui est hygiène. Néanmoins, voilà, ça peut être pris de sorte à ce que l'enfant n'ait pas ou moins le droit, en tout cas, d'explorer, de mettre à sa bouche, sauf que c'est comme ça qu'il va développer en tout cas son oralité, ses compétences oromotrices et ses compétences langagières plus tard. Donc on n'est pas que dans la fonction d'alimentation. Et ça crée vraiment un bouleversement de la cellule intrafamiliale. Les repas deviennent très très compliqués, que ce soit avec les frères et sœurs, quand on a un enfant qui est plutôt opposant. Le risque, c'est que le frère et la sœur fassent pareil, ou que les parents déjà commencent le repas de manière stressée, forcément. Est-ce qu'il va manger aujourd'hui, comment ça va se passer, etc. La nutrition entérale, c'est le cas particulier, mais qui va regrouper justement ces trois facteurs. Là, on a souvent une absence de stimulation sensorielle, parfois des problèmes de débit qui peuvent du coup créer un reflux et des douleurs, un déséquilibre des sensations de faim et de satiété dû à la nutrition, une perturbation de la relation parent-enfant, puisque du coup la fonction de nourrissage en gros n'est pas du tout la même que lorsqu'on donne à manger péros. Et on peut avoir une absence d'exploration orale et un investissement négatif du coup de la zone intrabuccale. Au niveau du coup du rôle de l'orthophoniste, c'est vraiment pour moi un rôle de prévention et d'accompagnement parental, voire même de partenariat, mais ça implique la mise en place d'outils, je pense, qui sont pour moi nécessaires. Justement en raison du bouleversement de la cellule intrafamiliale, ce qui crée du coup une anxiété majeure et des stratégies compensatoires qui sont parfois mises en place mais qui sont inadaptées. Le classique, mon enfant n'arrive pas à manger, du coup je mets une tablette. Ils savent très bien, les parents, que c'est pas la meilleure des façons. Très souvent, c'est même pas en adéquation avec leurs principes éducatifs, mais c'est trop anxiogène de voir son enfant qui ne se nourrit pas. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'écouter les parents, pas que l'orthophoniste. Là, pour le coup, c'est pas mon rôle, mais je pense que c'est notre rôle à tous, parce que je trouve que certaines choses, voilà, peuvent se dire parfois en séance de kiné, pas forcément au médecin, parce que l'idée va pas être associée en fait dans la tête des parents. Ça peut être en séance de kiné parce que le parent s'entend bien avec le kiné. Ah bah tiens, je vous ai pas dit, en fait c'est difficile en ce moment pour manger. Ça peut être avec la PAL, ça peut être avec la diététicienne bien évidemment, ou pas par peur de mal faire en fait. Et je voulais revenir sur une petite chose aussi. Attention aux idées reçues. Oui, un enfant peut se laisser mourir de faim, particulièrement quand il a un trouble alimentaire pédiatrique. Et oui, il a le droit de faire des caprices. Et ça peut arriver au moment des repas. Mais rappelez-vous, dans la définition que je vous ai donnée, c'est un trouble qui est durable. Et un enfant, il ne fait pas le même caprice avec le même aliment pendant 2 à 3 semaines. On est bien d'accord. Donc le but, c'est vraiment de repérer, diagnostiquer et d'orienter vers le professionnel adapté. Selon, après, les troubles, ça peut être l'orthophoniste, ça peut être la psychomotricienne ou le psychomotricien, si jamais c'est vraiment plutôt un versant sensoriel. Certains ergothérapeutes sont formés au TAP également. Le but, pour moi, c'est vraiment une prise en soin globale du patient, des conséquences du TAP qui sont majeures et qui ont des retentissements sur la qualité de vie.
Et ça me paraît essentiel de mettre en place, en tout cas, un travail interdisciplinaire pour un trouble qui est plutôt complexe. Nous avons donc mis en place un parcours oralité dans un rôle de prévention, donc ça touche que les enfants entre 0 et 3 ans. Il y a d'autres enfants qui sont suivis pour des troubles alimentaires pédiatriques qui sont avérés, et franchement, c'est compliqué. Donc moi, j'arrive un peu après la bataille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plein d'angoisses et de comportements inadaptés, et des parents et des enfants. C'est difficile de découdre des expériences négatives qui ont duré 5-6 ans. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ce rôle de prévention. Et après, moi, avec ma casquette d'orthophoniste, vu que vous avez bien compris qu'il y a oralité primaire, oralité secondaire, et derrière développement langagier, forcément, moi, je préfère quand il y a des repérages précoces pour justement éviter des troubles langagiers, en tout cas plus importants, en amont. Le but, c'est d'instaurer un espace de dialogue avec les parents. En tout cas, effectivement, c'est ce que déjà nous essayions tous de faire, et moi, par rapport à ma pratique. Comme je vous disais, évaluer et dépister précocement. Informer, c'était d'abord mon rôle, en fait, au sein du CRCM, parce que moi, j'étais persuadée, ça fait plus de 10 ans que je travaille particulièrement au niveau des troubles alimentaires pédiatriques. Donc, à chaque fois, à force c'est jamais les mêmes patients, c'est jamais les mêmes cas, etc., les mêmes familles. Mais j'ai toujours l'impression de répéter les mêmes choses, etc. Donc, à chaque fois, je suis persuadée que tout le monde sait et connaît. Et mes collègues me disent, non, en fait, pourquoi tu dis ça parce que, et encore plus en intervenant ici, où je me dis, je suis la seule orthophoniste, du coup, puisqu'il n'y a que moi rattaché à un CRCM, donc j'ai pas de consoeurs ou de confrères, et je me dis mince, je suis sûre qu'ils vont tout connaître, c'est que des gens hyper calés dans un domaine hyper pointu par rapport à la mucoviscidose, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Et du coup, peut-être des petites choses en tout cas, puisque j'ai vu que dans les personnes qui avaient rempli un peu les questionnaires par rapport aux mémoires étaient un peu frustrées de la vidéo. Alors je suis désolée, mais c'est qu'un travail de mémoire, les étudiants n'ont pas assez de temps, mais en tout cas étaient demandeurs de support, demandeurs d'informations, en tout cas par rapport à ça. Donc ça montre qu'en fait je pense qu'on a tous un rôle commun par rapport aux troubles alimentaires, et surtout travailler ensemble pour mieux les analyser et mettre en place des outils adaptés. Donc effectivement, il faut un petit peu de recul là pour une étude plus longitudinale, et surtout pour la mise en place d'outils particulièrement pour la prise en soin. En conclusion, j'ai pas du tout regardé le temps, j'espère que je ne suis pas en retard. Je sais parler très très vite, du coup. Le parcours oralité, je pense, c'est un parcours à développer, en tout cas, peut-être au sein d'autres CRCM si possible. Des travaux de mémoire sont en cours. Moi, j'en dirige un, en tout cas, là, qui se termine en avril, au niveau d'Amiens. Il y a une capsule vidéo qui a été faite. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle a été transmise à Vaincre la mucoviscidose pour que ce soit en libre accès. En tout cas, sur le site, j'ai regardé, mais je ne crois pas que ce soit encore en ligne pour le moment. J'ai été contactée par une autre étudiante à Montpellier. Et sachez que les étudiants en orthophonie ne connaissaient rien. Et puis moi, je m'inclus dedans avant d'être au sein du CRCM de Dunkerque. Personne ne faisait le lien entre mucoviscidose et troubles alimentaires pédiatriques également. Donc, et du côté des orthophonistes. Donc là, moi, quand je préfère orienter un patient, je dois prendre mon téléphone pour expliquer que si, c'est pas grave si l'enfant a la mucoviscidose. Mais c'est possible pour l'orthophonie de prendre en charge parce que les orthophonistes ont peur. Et de l'autre côté, de dire si, en fait, au sein des CRCM, pour les libéraux également, c'est important de dépister précocement et surtout d'accueillir la plainte des parents ou tout du moins leur anxiété. Pourquoi pas effectivement la création de réseaux autour de la prise en soin d'étapes, et notamment pour faire des liens ville-hôpital, du coup, parce qu'il y a aussi les libéraux qui peuvent être intéressants. Voilà, désolée pour les problèmes techniques. Merci beaucoup Rachel. On vous félicite pour votre présentation et vos capacités adaptatives. Je pense qu'elles ont été mises en... Ma capacité à gérer mon anxiété également a été mise à rude épreuve. Donc c'est bien, j'avance. Je pense qu'on aura place pour une toute petite question. Je voulais faire juste un petit commentaire.
votre idée de dire la prévention, c'est vraiment un élément très très fort. Je pense qu'il y a l'approche hygiéniste qui pose problème. Le Covid ne nous a pas aidés. Je pense toujours à une vidéo d'une famille qui faisait la promotion pour financer la mucoviscidose, avec une petite fille qui témoignait de sa vie quotidienne. Et le message qu'on disait à cette petite, ne mets pas à la bouche. Et je me rappelle de cette vidéo que beaucoup de gens ont vue. Et en fait, justement, les muscles masticateurs, le réflexe nauséeux, en fait, cette attitude hygiéniste est très délétère. Et donc, la prévention, c'est plus par rapport à cette problématique, donc, qui a été majorée par le Covid, sans doute. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Une question dans la salle? Moi, j'ai juste une question pratique. Les orthophonistes, elles sont... Je suis là. Toujours rien du tout. Pardon. Pardon. Ah, pardon. Je cherche. Les orthophonistes en ville, elles ont toutes une casquette trouble de l'oralité ou c'est une spécialisation Il n'y a personne de mon syndicat ici, donc je peux dire. En théorie, nous sommes censés tout savoir et tout faire correctement. En pratique, évidemment que non. Après, on a une formation initiale. Les troubles alimentaires pédiatriques, en fait, c'est compliqué dans le sens là, vous voyez déjà, il y a le consensus seulement qui date que de 2019, donc c'est quelque chose de récent. Donc ça implique qu'on se reforme en fait et qu'on se remette un peu au goût du jour. Et puis je pense qu'on apprend aussi au niveau des différentes professions et en travaillant tous ensemble. Déjà, ça nous permet d'élargir notre vision et nos champs de compétences entre guillemets. Il n'y a pas de réseau national d'ortho plus formé au TAP. On n'a pas le droit. Alors là, c'est vraiment purement au niveau du syndicat. Clairement, on n'a pas le droit d'avoir des listes. Mais il y en a quand même. Pardon ? Le réseau Miam Miam. Oui, le réseau Miam Miam, mais après c'est toujours pareil, c'est une liste de gens formés ou qui veulent adhérer au réseau en fait. Donc c'est encore différent, mais en fait c'est compliqué. C'est pour les histoires de concurrence. Il y a une question dans la salle. Oui, Aurélie Costanzo, je suis diététicienne à Bordeaux. On a vraiment travaillé à développer ce réseau. Oui, pardon, non, je suis désolée, je suis aveuglée par la lumière. On a vraiment travaillé à développer ce réseau avec les orthophonistes de ville dans notre centre. On s'est heurté à ce dont vous parliez. Justement, on n'a pas eu le droit de faire de listing de professionnels formés. Donc c'est un listing officieux, voilà, parce que... oui, mais on a tous ces listings officieux, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a la théorie et la pratique. Hein. Exactement, bon. Et la deuxième chose, c'est que on intervient avec le docteur Clouzot, qui est gastropédiatre à Bordeaux, au sein de l'école d'orthophonie. Maintenant, on forme, il y a un module oralité, et je me demandais si c'était le cas pour toutes les écoles d'orthophonie ou si c'était quelque chose qui était spécifique à chez nous. Non, il y a une maquette, il y a une uniformisation des maquettes au niveau des écoles, mais après ça dépend aussi des intervenants, c'est toujours pareil. Oui. Je sais qu'ils ne parlent pas de la mucoviscidose en tout cas. Alors nous on en parle parce qu'évidemment... Voilà. C'est une uniformisation des maquettes, des noms, des UE, mais après ça dépend, c'est au choix en fait de la personne qui gère l'UE. Mais après, j'ai commencé à en parler, fait des interventions, mais plus au niveau des syndicats étudiants pour diffuser. Donc, il y a eu plusieurs écoles qui m'ont demandé de faire ça en visio. Et je pense qu'effectivement, on a un rôle. Et je trouve ça intéressant aussi que ce ne soit pas que les orthos qui parlent aux orthos. En fait, que ce soit effectivement gastropédiatre, diététicien et kiné également. Parce qu'en fait, à chaque fois, on me renvoie aussi en disant « Ah, mais moi, en fait, j'en sais rien, le gamin, il a un trouble alimentaire. Bah, c'est toi, c'est l'ortho. » Bah non, en fait, c'est tous ensemble. Parce que du coup, c'est vraiment un trouble complexe qui va impacter toute la cellule intrafamiliale. Le psychologue a aussi également sa place, je l'ai moins cité. C'est exactement ça, et dans ce module à Bordeaux, en tout cas, il y a vraiment psychologue, diète, gastropédiatre, orthophoniste évidemment, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachel, encore vraiment. Merci. Alors, on va enchaîner sur la troisième présentation pour l'usage des huiles essentielles par les patients atteints de mucoviscidose, donc qui va être présentée par le docteur Aline Mercant, donc qui est docteur en anthropologie bioculturelle. Alors, c'est un projet qui est financé par Vaincre la mucoviscidose. C'est toujours pareil, c'est des thématiques un peu touchy, puisque on va dire qu'on se questionne sur le risque des huiles au niveau des bronches, le côté bactériaux, le côté efficacité des antibiotiques. Enfin, c'est des débats récurrents. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pratique très fréquente de la part des patients. Et il y a une demande
de la part des patients, justement, de réfléchir sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que c'est important et que ce projet a été financé par Vaincre la mucoviscidose. Voilà, on vous écoute. Donc, bonjour à tous et merci effectivement de nous donner la parole pour les résultats de cette étude. Donc, moi, je suis le docteur Aline Mercant, médecin et anthropologue de la santé. Et c'est une étude qui a été réalisée avec le docteur Soir, qui est maintenant le professeur Soir, qui est pharmacognoste et qui étudie tout particulièrement, elle est pharmacienne, et elle étudie tout particulièrement la composition des huiles essentielles. Et elle travaille maintenant, elle vient de l'UGA, mais elle travaille maintenant à l'Université libre de Bruxelles, voilà, pour situer un petit peu. Et elle a travaillé en particulier sur l'association huile essentielle antibiotique, qui est un sujet particulièrement sensible. Donc, pourquoi cette étude, d'où c'est venu? Vous l'avez déjà bien expliqué. Il y a eu un constat qui avait été fait aux Journées nationales de Lyon en 2018. Il y avait un atelier aromathérapie qui était très rempli. Et quand on a demandé aux patients qui étaient majoritaires dans la salle s'ils utilisaient des huiles essentielles, ils ont pratiquement tous levé la main. Et le pneumologue qui était avec moi a été un petit peu impressionné parce qu'il pensait que c'était un phénomène marginal. Et on a pu le voir à cette occasion que ça n'était pas le cas, même s'il y avait évidemment un biais de sélection, puisque les personnes qui assistaient à cet atelier, évidemment, étaient intéressées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu ou pas de publications. Il y a une publication de Sarah Allgood, un médecin américain, qui a communiqué, je crois, en 2019 là-dessus. Et en fait, l'étude est très rudimentaire. Elle identifie quelques huiles. Elle parle, ça a le mérite de lever le voile sur le phénomène. Mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que font les patients. Ça reste très imprécis. Alors tout ça, évidemment, avec une méconnaissance du corps médical qui est tout à fait compréhensible parce qu'en tant que médecin, on n'est pas formé à l'aromathérapie. Les médecins de CRCM ont quand même beaucoup d'autres choses à faire. Et voilà, donc du coup, souvent, les patients en parlent et on ne sait pas trop quoi leur répondre. Quand ils en parlent, on va voir, parce qu'il y a surtout beaucoup de cas où ils n'en parlent pas. Et puis, il y a une polémique sur l'association huile essentielle et antibiotiques. Je vous le fais très rapidement, c'est assez technique, mais il y a effectivement des composés d'huile essentielle qui peuvent activer des pompes d'efflux du piocyannique et qui laissent à penser qu'il ne faudrait pas les associer au moment des traitements antibiotiques. Mais parallèlement, on a aussi des publications avec des totems d'huile qui montrent l'inverse. Donc là, il y a tout un débat qui s'ouvre et qui est un débat quand même de spécialistes. Mais bon, du coup, évidemment, c'est quelque chose qu'on a exploré. Est-ce que les patients prennent les huiles essentielles en même temps que les antibiotiques? Je vais vous donner la réponse. Et tout ça dans un contexte général d'engouement du public sur l'aromathérapie. Pour résumer, on est sur un marché qui a une augmentation, a un taux de croissance de 15% par an sur l'achat des huiles essentielles. On a pas mal de chiffres là-dessus. Et c'est un gros marché économique avec maintenant des investisseurs qui rachètent les grosses boîtes d'aromathérapie et qui font le forcing pour vendre les produits avec un public qui ne demande que ça. Donc, effectivement, il y a un contexte. Voilà, et les huiles essentielles dans la mucoviscidose, c'est particulièrement pertinent d'en parler parce qu'elles ont, en tout cas in vitro, des effets anti-infectieux très, très intéressants. Mais tout le problème, c'est que c'est in vitro, on n'a pas beaucoup de choses in vivo. Et elles ont aussi des propriétés potentiellement mucolytiques et potentiellement digestives. Donc, évidemment, ça va beaucoup intéresser les patients. Voilà, donc on a répondu à un appel à projet de recherche sciences sociales et je remercie VLM et je remercie aussi les premiers CRCM qui nous ont accompagnés, et, le CRCM Grenoble qui nous a accompagnés tout le long et qui est porteur, le CRCM de Montpellier et aussi celui de Rennes, puis ensuite nous rejoint Lyon et Clermont-Ferrand. Oui, je reviens peut-être juste en arrière. Ici, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a trouvé dans une lettre pour les patients, une lettre adulte où un patient décrit son expérience et voilà, il nous dit les huiles essentielles sont mes antibiotiques complémentaires. Donc ça donne une petite idée de la problématique. Alors les objectifs de l'étude, on a voulu aller beaucoup plus loin effectivement que le peu qu'on avait avec Allgood. C'est quels usages, voilà, pourquoi est-ce que les patients en prennent? Et d'ailleurs, on a eu beaucoup d'idées reçues là-dessus qui ont été un peu battues en brèche. Donc, quelles huiles sont utilisées, à quelle fréquence, à quelle dose? Il faut savoir qu'il n'y a aucun consensus sur les posologies d'huile essentielle actuellement. Et les thérapeutes utilisent des posologies qui peuvent aller du simple au décuple. Et ça peut être même plus important que ça, le facteur. Donc voilà, c'était très intéressant de savoir ce qu'ils faisaient. Et ici, je vous ai mis justement une recette aussi dans une lettre aux adultes. Voilà, je suis désolée. Et cette recette-là, vous voyez, on a quand même de très, très grosses doses. Et c'est une recette qui est préconisée sur 5 jours, ce qui représente 20 gouttes d'huile essentielle par jour. Voilà, ce que certains vont trouver trop important et d'autres n'hésiteront pas à aller même au-delà. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal de problématiques là-dessus. Donc, on voulait savoir, évidemment, si c'était associé aux antibiotiques, par quelle voie c'était utilisé, quelle était la qualité, et puis le budget consacré par les patients, enfin, toutes questions qui n'ont jamais trop été explorées. Et puis, ce qui nous intéresse tout particulièrement, qui conseille ou qui prescrit.
sachant que les produits n'ont pas de statut de médicament, hein, donc on est dans un certain nombre d'ambiguïtés. Voilà. Et puis bien sûr, quels sont les bénéfices ressentis par les patients, quels sont les risques potentiels ou risques identifiés, et puis quelle est la communication avec les professionnels de santé et aussi avec les pairs, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'automédication, il y a beaucoup d'échanges entre pairs qui vont engendrer et entretenir le phénomène. Alors, je pense que c'est utile quand même de rappeler ce que c'est qu'une huile essentielle, parce que c'est pas nécessairement, voilà, on n'est pas tous formés à savoir ce qu'est une huile essentielle. C'est un extrait de plante le plus souvent par hydrodistillation, c'est-à-dire qu'on passe tout ça dans un alambic. Hein. Vous avez donc les plantes, avec d'énormes volumes de plantes qui sont mis dans un alambic, et ensuite, par la vapeur d'eau, vont être entraînées des petites molécules qui sont toutes lipo-alcoolosolubles. Donc c'est un extrait de plante, c'est pas la totalité de la plante. Et il y a des grosses molécules qui vont rester là-dedans, des alcaloïdes, des hétérosides, etc. Et donc on aura effectivement toutes ces molécules qui ensuite, avec la condensation, vont se retrouver là. C'est la partie jaune, l'huile essentielle, et en dessous c'est ce qu'on appelle l'hydrolat ou les eaux florales. Donc on n'a qu'une petite partie de la plante, même si par contre ces molécules sont extrêmement concentrées puisqu'on est sur des rendements autour d'1 pour 1000. Tout ça va être classé, parce qu'on a une pharmacognosie qui nous publie des centaines et des milliers d'articles sur la composition des huiles essentielles. Donc on sait précisément ce qu'il y a dedans, même si leur teneur est variable. Et les molécules sont classées en fonction de leur degré d'oxydation. Et on va se retrouver dans des produits qui contiennent des dizaines, voire des centaines de molécules, ce qui est toujours un petit peu compliqué pour nous, qui sommes habitués à travailler avec une molécule unique et standardisée. Ben là, c'est tout l'inverse. Il y en a beaucoup et leur composition varie. Alors, il y a des effets anti-infectieux in vitro, ça, on a de la publication à l'appel. C'est vraiment des dizaines de milliers de publications sur les effets. Alors, bien sûr, on a eu récemment sur le Covid, mais on a plein de choses sur le piocyanite, sur le staphylocoque métis-R, sur l'aspergillus, etc. etc. Ça, on a beaucoup de publications. Et évidemment, ces publications sont accessibles et les patients se renseignent et voient tout ça. On a pas mal de choses sur les effets mucolytiques, digestif, aussi sédatif, c'est un des effets qui est apparu. Les gens cherchent aussi des choses apaisantes. On a une toxicité aiguë qui globalement est bien connue, en particulier des centres antipoisons. Donc voilà, on va avoir des convulsions avec les cétones, on va avoir des bronchospasmes avec l'amande poivrée, etc., etc. Tout ça est connu, des intoxications à l'aspirine avec la Golterie. Par contre, on connaît très mal les toxicités chroniques. On n'a pas de recul en fait parce que l'aromathérapie n'est pas du tout une médecine traditionnelle, c'est d'un usage extrêmement récent. On ne distillait pas à visée thérapeutique avant le milieu du XXe siècle. Et donc, en fait, on va commencer à découvrir tout ça avec le recul, en sachant que ça va être assez compliqué puisque ça se fait essentiellement en automédication. Voilà. Et puis, on n'a aussi pas grand-chose sur les interactions médicamenteuses. Et évidemment, tout ça est un petit peu ennuyeux. C'est aussi un phénomène social et économique, mais j'en ai déjà parlé. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a commencé par faire une étude préliminaire avec 50 questionnaires qui ont été administrés par les CRCM dont je vous ai parlé. Au départ, il devait y en avoir 5. Au final, il y en a 3, puis 5. Et à partir de là, on a aussi beaucoup travaillé avec les patients qui nous ont aidés à reformuler. Enfin voilà, ils ont été très actifs, très proactifs dans la conception du questionnaire. Et on a finalement mis un questionnaire en ligne avec l'aide de VLM, avec le CIC du Sugar, en respectant évidemment toutes les normes éthiques. On a obtenu en quelques mois, ça a été assez spectaculaire, parce qu'évidemment il y a eu le Covid aussi dans cette histoire, donc on a pris beaucoup de retard avec ça. Il y avait d'autres priorités de recherche. Et donc, on a eu 317 réponses, dont 266 qui sont complètes. Et à partir de là, on a quand même pu tirer quand même beaucoup de choses intéressantes. Et en tant qu'anthropologue, on aime bien le qualitatif. On a complété par 14 entretiens qualitatifs avec des patients. Alors, c'est des entretiens très longs et qui sont extrêmement riches. Et j'ai aussi mené 5 entretiens avec des prescripteurs et des conseillers pour savoir un petit peu qui faisait quoi. Voilà, et on avait posé aussi un petit questionnaire de médecins de CRCM, mais qui n'ont, je pense, pas vraiment eu le temps de les remplir. On a eu 3 réponses qui étaient intéressantes, mais évidemment qui n'étaient pas nécessairement illustratrices. Voilà, donc approche surtout qualitative, et on a quand même quelques éléments quantitatifs. Je vous en donne les résultats. Alors, en gros, sur les répondeurs, mais on a un biais de sélection, puisque bien évidemment, les gens qui en utilisent étaient plus motivés pour y répondre, bien qu'on ait largement invité les non-utilisateurs à y répondre aussi. Et je pense que c'est ce qui explique qu'on ait beaucoup de questionnaires incomplets. Les gens ont dû commencer, puis ils n'étaient pas très motivés par les huiles essentielles, ils ont lâché en cours de questionnaire. Donc, sur ceux qui sont allés jusqu'au bout, 32,2% utilisent des compléments alimentaires qui ne sont pas ceux prescrits par le CRCM. Donc là, on va être sur des probiotiques, on va être sur d'autres vitamines, on va être sur des minéraux, on va être sur de la phytothérapie aussi, puisque la plupart du temps, elle a un statut de complément alimentaire.
23,6% donc de probiotiques, 10,7% recours à la phytothérapie hors huile essentielle. Finalement, ce n'est pas un recours très important. Vraiment, quand ils vont vers les plantes, c'est vers les huiles essentielles et on comprend bien pourquoi. Et donc, 30,45% utilisent des huiles essentielles. Et si on ramène à l'ensemble des gens qui ont répondu, on tombe plutôt sur du 25%. Et il y a aussi un usage de l'homéopathie. Et ça nous intéressait de dresser un profil aussi de ces utilisateurs. Et 15% d'entre eux suivent un régime particulier. Alors, on a toute la liste des régimes. C'est assez varié, mais c'est essentiellement du sans gluten et encore plus du sans produits laitiers. Voilà, régime signalé et autres. Et puis, on a interrogé les gens qui n'utilisaient pas, c'était important pour nous, sur pourquoi ils ne les utilisaient pas. Et ce qui est ressorti majoritairement, c'est quand même un grand scepticisme, une méconnaissance des produits, manque de connaissances. On a aussi beaucoup de personnes qui nous ont dit « j'aimerais connaître et j'aimerais bien les utiliser ». Mais pour l'instant, je ne me sens pas de le faire. Une peur de la toxicité, et puis, moins souvent, finalement, ce n'était pas ce qui était majoritaire, une opposition du référent CRCM, et ça, c'est quand même assez rédhibitoire pour le patient, ce qu'on peut comprendre. Alors, qui conseille quoi? Ça, c'est vraiment important. L'automédication est majoritaire. Vous pouvez voir ici. Alors, nous, ce qu'on appelle l'automédication en anthropologie, c'est au sens très large, c'est tout ce qui ne relève pas d'un professionnel. Donc, finalement, les amis, l'entourage, la famille, le voisin, les échanges sur les blogs avec les pairs, les livres, les gens s'auto-forment, si l'on peut dire, la consultation des sites Internet, ça représente quand même une grosse partie de l'automédication. On s'est rendu compte qu'Internet est extrêmement présent et on a pu mettre en évidence une sorte de réseau international, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se faire conseiller par des aromathérapeutes américains ou croates. Voilà, on a quelques exemples vraiment intéressants là-dessus. En particulier, il y a un aromathérapeute qui est un patient expert en quelque sorte d'aromathérapie qui s'exprime beaucoup sur Facebook et qui est suivi par beaucoup de gens. Quand il recourt à un professionnel de santé, c'est essentiellement le pharmacien, ce qui n'est pas étonnant, puisque le pharmacien d'officine, c'est quelqu'un qui diffuse quand même largement les huiles essentielles. Et puis derrière, on a un petit peu de thérapeutes MAC, alors maintenant il faut dire INM, intervention non médicamenteuse, qui sont essentiellement des naturopathes, mais globalement, il y a assez peu de confiance. On recueille souvent un discours dans lequel ils ne connaissent pas la mucoviscidose, ils ne connaissent pas les traitements, donc finalement, ils y recourent assez peu. Et puis, une minorité de médecins, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, il y a très peu de médecins qui pratiquent la phytothérapie. Mais par contre, il y aurait une demande de la part des patients. Ils aimeraient pouvoir consulter des médecins qui connaissent leur maladie et qui connaissent la phyto et l'aromathérapie. On a identifié quelques grandes figures de l'aromathérapie, que sont Dominique Baudou, Lydia Bosson. Alors, Dominique Baudou, pour vous donner un exemple, c'est un pharmacien qui est vraiment la figure de Pranarome. Lydia Bosson, c'est une aromathérapeute suisse qui n'est pas médecin, qui, je me permets de dire, est dans une pratique un peu ésotérique. On a une dame qui s'appelle Aude Maillard, qui est très connue dans les journaux de phytothérapie et d'aromathérapie, qui utilise des doses très importantes. Voilà, toutes ces personnes-là ont été aussi interrogées et ont pu témoigner de leur pratique. Donc tout ça, vous pourrez avoir des précisions là-dessus. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les patients sont quand même très prudents et passent leur temps quand même à ajuster leur traitement en fonction du ressenti et développent quand même une forme d'expertise autour de leur pratique. On a identifié par exemple quelques recettes toxiques et les patients s'en sont très vite rendus compte. Voilà, quand on avale du girofle avec de la cannelle directement non diluée, en général on fait une fois, pas deux, parce que ça brûle. Et voilà, on a quelques témoignages comme ça assez intéressants, mais on voit quand même qu'il y a à la fois une grande prudence et une observation permanente des effets. Voilà, il n'y avait pas de source d'approvisionnement particulière, le budget restait très raisonnable. Finalement, on est essentiellement en dessous de 20 € par mois, ce qui n'est pas énorme. Et ce qui ressortait par contre énormément, c'est un désir de dialogue. La plupart des patients aimeraient pouvoir en parler au CRCM, et on va voir derrière, on leur a demandé qui en parlait et s'ils n'en parlaient pas, pourquoi. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, c'est une liste relativement rébarbative. On a un usage qui va selon les patients de 1 à 8 huiles essentielles. En moyenne, ils en utilisent 3-4. Et ils utilisent aussi des mélanges standardisés qu'on a identifiés, dont on a la composition. Et ce qui ressort rapidement, c'est les eucalyptus, qui sont réputés fluidifiants. Le Ravinsara, qui est réputé anti-infectieux, immunostimulant, et qui a été terriblement à la mode pendant le Covid. Ils n'ont pas tellement changé leurs habitudes a priori pendant le Covid, puisque finalement les huiles qu'ils utilisaient sont aussi celles qui ont été préconisées dans le monde de l'aromathérapie. La lavande est extrêmement présente, puisque réputée antitussive.
le titri dans des huiles anti-infectieuses. On s'attendait à trouver des huiles très caustiques, justement, comme la sarriette, l'origan, la cannelle. Et vous voyez, cette cannelle pour laquelle il y a eu des études de fait sur l'association avec les antibiotiques ne sort qu'une fois. Ce qui nous a plutôt rassurés, en fait. Parce que ça, sarriette, girofle, origan, ce sont des huiles quand même très caustiques. Là, on est sur des huiles d'usage beaucoup plus simples. Et puis, on a la menthe poivrée, à laquelle on ne s'attendait pas, qui est sortie pour des questions digestives essentiellement. Voilà, donc il y a beaucoup d'huiles, en fait, qui sont utilisées à visée digestive. Bon, je passe. Les effets ressentis, bon, c'était quand même très important. Alors, le témoignage qui revient le plus, c'est l'espacement des cures d'antibiotiques. Et surtout la possibilité de juguler des infections virales et d'éviter la surinfection et donc d'éviter effectivement le passage à l'antibiothérapie. On a quand même pas mal de témoignages et dans l'enquête statistique, je dirais, et dans les entretiens qualitatifs, dont certaines personnes qui pensent avoir reculé l'échéance d'une greffe même. Donc c'est quand même à prendre en compte. Il y a tout un discours sur les bactéries multirésistantes. Prévention des surinfections, vous voyez, juguler les infections bénignes, confort digestif, et puis aussi la gestion de douleurs diverses, et je rajouterais aussi du stress. Il y a beaucoup d'huiles qui sont utilisées pour s'apaiser, et quelques recettes toxiques, mais finalement on n'a pas identifié de choses très problématiques. On a peu de données pour le nourrisson, qui est une de nos interrogations, c'est quelles sont les doses données au nourrisson, parce que clairement on a des personnes qui l'utilisent très tôt. Mais on n'a pas grand-chose là pour le coup, il faudrait aller un petit peu plus loin. Voilà, alors la question du dialogue, il y a le plus souvent un évitement. Alors je vous ai mis le dialogue avec le médecin de CRCM, voilà, donc là c'est pas de dialogue, là c'est dialogue, en 3/4 on n'en parle pas. Avec le médecin généraliste c'est pire encore, mais finalement le généraliste ce qui ressort c'est qu'il ne le voit pas beaucoup. Et avec le pharmacien qui lui évidemment est plus sollicité puisque généralement il est le premier conseiller pourvoyeur, donc c'est assez logique, qui n'est pas tout à fait le même statut. Et quand on demande pourquoi ça n'est pas dit, on a des phrases type « oh, j'y ai pas pensé bah non, mais c'est non, j'ai pas eu le temps ». Et en fait, quand on creuse sur le qualitatif, c'est quand même souvent une appréhension. Alors, c'est une appréhension, on a peur d'être jugé, on a peur d'être découragé, on a peur d'être incompris, on a peur d'être rejeté. Et on part aussi très souvent du principe que le médecin ne connaît pas l'aromathérapie et que donc il ne va rien comprendre et que du coup, c'est pas la peine. Et c'est gentil, hein, on ne veut pas le mettre en difficulté. C'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi et je pense que c'est authentiquement gentil et bienveillant. Voilà, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que le dialogue est quand même relativement complexe et ce qui est vraiment formulé par les patients, c'est qu'ils aimeraient tellement pouvoir en parler. Voilà. Alors, on a eu vraiment beaucoup de témoignages là-dessus et je pense que les patients qui nous ont accompagnés, on a des patients très prosélytes qui d'ailleurs diffusent beaucoup auprès des pairs et voilà, pour certains, c'est vraiment un grand rêve. Donc, pour conclure, évidemment un peu rapidement, parce que vous doutez qu'on pourrait développer tout ça assez longtemps, ça pose quand même déjà la question de l'intérêt potentiel des huiles essentielles, parce que, ma foi, si avec des mélanges qui sont assez simples, hein, on a des mélanges avec 3-4 gouttes d'huile par jour en application cutanée, si effectivement on évite une surinfection avec un moyen aussi simple et avec a priori pas de toxicité pour ce qu'on a pu identifier, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, moi, c'est la question que je pose. On a vraiment une question sur laquelle il faut qu'on avance sur l'interaction antibiotique-huile essentielle, parce que là, je vous ai mis à quel moment les patients utilisaient les huiles essentielles par rapport aux antibiothérapies. Alors là, c'est n'importe quand. Là, c'est en même temps que les antibiotiques. Donc ça veut dire que la plupart du temps, ils les utilisent avec les antibiotiques ou directement ou potentiellement. Donc là, il y a une vraie question et il faut qu'on avance là-dessus. Voilà, alors il y a juste assez anecdotique des cas de résistance où on a des patients avec des pyocianiques ou qui ont fini par être même résistants aux huiles essentielles sur ce qu'on appelle des aromatogrammes. Parce qu'on peut faire comme on fait des antibiogrammes, on peut faire des aromatogrammes et donc ça c'est un circuit encore un peu particulier. On a vraiment des interrogations sur les doses chez l'enfant et là il faut que je recreuse un petit peu les données parce que ça manque un peu de précision. On a vraiment cette question du dialogue qui est très importante. Et voilà, ces effets positifs ressentis, évidemment, on est dans du ressenti, on n'a pas de données objectives, on n'a pas d'études cliniques, mais on se dit qu'on aimerait quand même idéalement bien avoir quelques données supplémentaires. Donc ce serait peut-être intéressant d'aller un petit peu plus loin. Et on se dit peut-être que l'on pourrait recommander des bonnes pratiques très basiques, parce que vous savez très bien que quand on dit non systématiquement à un patient, et s'il est vraiment convaincu que c'est efficace, utile, il le fera quand même, pour la plupart. Et donc, je pense que ceux qui ont peur du non ne le font pas du tout.
Mais par contre, on a beaucoup de patients qui le font malgré l'avis des médecins et dans bien d'autres domaines que la muco. Donc, peut-être essayer de trouver une attitude qui permette de ne pas fermer complètement la porte, mais de rester sur des pratiques dont on ne sait pas si elles sont efficaces, mais en tout cas qui ne seraient pas toxiques et peut-être efficaces. Donc là, il y a aussi une réflexion qu'on propose de mener à partir des différentes recettes qui nous ont été proposées. Et puis, voilà, d'ouvrir le dialogue aussi avec les médecins. On est tout à fait conscient du fait que vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer et que les huiles essentielles encore par-dessus, c'est peut-être pas évident. Mais clairement, on a quand même un phénomène qui n'est pas marginal dans le recours des patients. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour nous éclairer sur cet usage des huiles essentielles. Il a fait une présentation au colloque des jeunes chercheurs sur justement l'interaction antibiotique Pseudomonas et les huiles essentielles, et on voyait justement qu'en effet, on observait dans différentes situations, c'était compliqué, qu'il y avait justement une inefficacité de certains antibiotiques. Je me rappelle, je crois que c'était Edmond qui avait posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait conseiller aux cliniciens qui n'y connaissaient rien dans les huiles essentielles. Et il avait été dit, on propose de dire aux patients de ne pas prendre d'huile essentielle durant les prises d'antibiothérapie devant les exacerbations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez ça ou pas? Parce qu'on ne sait pas quel type d'huile essentielle il faut prendre et pas prendre, tout ça. Bon, le débat est relativement complexe, mais pour l'instant, les études dont on dispose, c'est un composé majoritaire d'une huile essentielle qu'on teste in vitro sur du piocyanique en particulier. Et je crois que c'est Besançon qui veut aller un petit peu plus loin et tester d'autres huiles, mais je pense, il faudra qu'on confirme l'information, qu'ils veulent tester les composés majoritaires. Et il se trouve que dans la littérature, on n'a pas toujours les mêmes résultats entre composés majoritaires et totum de l'huile. Alors là, déjà, il y a un débat qui fait que ce n'est pas très simple de trancher, et il faut qu'on avance dans cette connaissance pour pouvoir vraiment dire quelque chose d'intelligent. En attendant, je pense qu'il est plus prudent de déconseiller l'usage des huiles essentielles pendant les antibiothérapies. Par contre, en prévention de surinfection, je vois pas, je pense que c'est quelque chose qu'on peut autoriser sans trop de risques. Ça peut légitimer l'équipe qui a une petite connaissance en disant peut-être que ça peut être un problème de prendre l'huile essentielle durant l'antibiothérapie. Ça réhabilite un petit peu tout le monde par rapport à la... Voilà, je pense que ça permettrait de pacifier un peu les relations en attendant d'avoir des données un petit peu plus solides sur l'interaction. Parce qu'on a quand même actuellement des prises de brevets sur des mélanges d'huiles essentielles antibiotiques. On a aussi des publications qui montrent des levées de résistance par l'association avec des huiles essentielles. Donc c'est quand même assez complexe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour. Véronique Houdon, je suis médecin au CRCM de Robert Debré. On s'occupe d'enfants. Et du coup, j'avais deux questions. Parce que moi, quand ils me posent la question des parents, je leur dis que je ne connais pas. Péros, en dehors de la prise, si c'est à distance des médicaments, il n'y a pas de souci. On avait eu l'année dernière une intervention d'un pharmacien clinicien qui nous avait dit qu'avec les nouveaux modulateurs, il pouvait y avoir des interactions. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que vous avez des données là-dessus ? Et ma deuxième question, c'est ce que vous nous présentez là, c'est sur des données orales ou inhalées? Parce que du coup, en pneumologie pédiatrique, on a quand même culturellement, il y a des parents qui donnent des huiles essentielles inhalées avec des complications respiratoires au niveau pulmonaire, alors qu'ils n'ont pas la mucoviscidose, hein, c'est pas le... Et du coup, sur ça, c'est vrai que pour le coup, moi, je leur dis que inhaler, c'est pas possible, quoi. Hein. Voilà, donc c'est ma deuxième question. Je vais peut-être répondre à la deuxième avant la première. Je ne vous ai pas montré les résultats, mais en fait, la voie principalement utilisée est la voie cutanée, et bien heureusement. Après, la voie orale arrive juste derrière, et sur certaines huiles, sur l'eucalyptus en particulier, la lavande, on a pas mal de diffusion, mais c'est une diffusion avec un appareil pour tout l'appartement. C'est pas les cas de pneumopathie huileuse où on a des publications avec des personnes qui mettaient 5 diffuseurs dans une caravane. Bon, voilà, il peut rester quand même. Ensuite, on a effectivement quelques inhalations qui sont très souvent des inhalations sèches, c'est-à-dire quelques huiles mises sur un mouchoir ou sur un oreiller, ce qui peut déjà poser problème, en particulier du bronchospasme. Parce que sur des muqueuses extrêmement enflammées et irritées, les huiles essentielles peuvent faire quand même flamber l'inflammation. Et on déconseille complètement l'inhalation humide. Donc, je crois encore là aussi, il faut déconseiller l'inhalation. Sur la diffusion, voilà, si la pièce est grande et quand même un petit peu aérée, a priori, il n'y a pas grand risque. Et autant privilégier la voie cutanée. C'est une spécificité française d'utiliser la voie orale. On est les seuls un petit peu à faire ça. Dans tout le monde anglo-saxon, les gens utilisent la voie cutanée. Qui accessoirement permet aussi de shunter l'estomac et le foie.
Parce qu'en réalité, l'avaler, c'est plutôt moins puissant que la mettre sur la peau. Et sur les interactions, alors là, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Et j'en profite pour dire que Florence Soir travaille sur un site qui s'appelle Edrine, auquel tous les professionnels de santé peuvent avoir accès. Il y en a peut-être déjà qui le connaissent, qui est un site d'interaction plantes-médicaments. Et vous pouvez très bien contacter Edrine. Il faut aller sur le site de l'ULB et demander des identifiants pour avoir accès à des données qui sont régulièrement remises à jour. En fait, sur beaucoup de traitements récents, on ne sait pas. On n'a pas encore de recul parce que très souvent, les études les plus valables pour les interactions, il y a tout ce qui est in vitro mais qui n'est pas toujours extrapolable. Et après, on a surtout des cas cliniques, des case reports. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. Donc, quand on n'a pas beaucoup de recul, le plus simple, c'est de contre-indiquer effectivement. Je pense que c'est licite. Et après, il y a quand même des gens qui vont certainement le faire. On aura des case reports. Et après, on en saura un petit peu plus. Il y a une question de Pierre-Régis, je crois, là-bas. Moi aussi, je peux poser une question. Vas-y, Stéphanie, je t'appelle. Stéphanie Bordeaux. Alors moi, j'ai une équipe d'addictos qui m'a déjà ouvert les chakras sur l'herbe, donc on peut ouvrir sur l'aromathérapie. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un aromatogramme? Parce que j'ai quelques parents à qui je pense où j'ai du mal à traiter les infections et je pense qu'il y a une utilisation très probable. Alors, il y avait des aromatogrammes très simplement, c'est le même principe que l'antibiogramme, simplement on va mettre, au milieu de mettre un antibiotique, on va mettre une goutte d'huile essentielle et on va examiner exactement la même chose. Ça se fait, alors il y a un laboratoire à Lausanne qui le fait, c'est relativement cher. Et à une époque, il y avait un laboratoire parisien, mais il semble qu'il n'en réalise plus actuellement, et ça, il faudrait je pourrais remettre à jour, refaire une petite enquête pour vous dire, on peut échanger je peux vous donner les coordonnées de celui de Lausanne si vous le souhaitez. Avec un pharmacien avec lequel on peut échanger qui est quand même assez... qui a l'habitude d'en faire dans les mucoviscidoses, parce que par contre, ça se fait beaucoup en Suisse. Pierre-Régis Burgel, Paris Cochin. Les huiles essentielles, vous les mettez donc sur la peau. Et derrière, on parle d'effets antimicrobiens, antibactériens. Les bactéries, elles sont dans le poumon. Donc, ma question, c'est quand vous mettez des huiles essentielles sur la peau, vous avez un niveau d'évidence qu'il y a une résorption transcutanée et que derrière, on peut doser, décomposer dans le plasma. Enfin, voilà. Oui, on a des données qui montrent qu'effectivement, il y a une diffusion. C'est des produits lipoalcoolosolubles, donc ils ont une bonne affinité pour la peau et ils vont être quand même assez bien absorbés. Ce dont on manque beaucoup avec l'aromathérapie, c'est les données cliniques, mais même c'est aussi tout ce qui est pharmacocinétique et dynamique. On a très peu de données en fait. Mais on sait qu'une certaine partie, une certaine quantité de produits passe directement dans la circulation et chinte. Effectivement, il y a l'effet, le premier passage hépatique est chanté, parce que beaucoup d'huiles essentielles avalées sont détruites en partie dans l'estomac, en partie par le foie. Et donc on a même très souvent des concentrations supérieures. Alors on sait très bien que ça passe, parce que par exemple, on a quand même des enfants qui terminent en réanimation avec des insuffisances rénales aiguës quand on les tartine de Golteri. Donc ça passe. Mais quand même, on ne sait pas en quelle quantité. Ouais, mais quand même, avant de faire des études in vitro sur les effets antibactériens, etc., il faudrait savoir quelle concentration arrive dans le poumon, etc. Sinon, on fait des études qui correspondent à rien, globalement. Mais c'est un peu le problème, c'est qu'on a des études qui correspondent à rien. C'est qu'on a effectivement une masse de données in vitro, avec un phénomène un peu culturel qui est que les partisans de la phytoaromathérapie extrapolent directement ces résultats à la clinique. Et les patients sont très sensibles à ça. Et il faut tout le temps leur rappeler que non, on n'a que des données in vitro, on a des données précliniques et encore partielles. Donc, effectivement, c'est problématique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a aucun consensus sur les posologies. Donc. Une dernière petite question. Isabelle Danière-Boucher, CRCM de Nantes et Centre de transplantation. On a une idée chez les greffés de pourcentage de patients qui utilisent et de l'interaction éventuelle avec les anti-rejets ? Oui, alors apparemment, nous, ce qu'on a pu recueillir, c'est que quand ils sont greffés, ils ont plutôt tendance à diminuer leur consommation d'huile essentielle. Et là, on a une proportion qui est très faible, on doit être autour de 10% dans notre étude. Sous réserve que ça reflète réellement, oui, on sait qu'on n'a pas, évidemment, que notre pourcentage est sans doute un peu biaisé. Mais oui, très clairement, au moment de la greffe, il y a une diminution de... Et puis aussi avec l'accès aux traitements innovants. Là, c'est très net. On a des patients qui étaient des grands adeptes des huiles essentielles et à partir du moment où ils ont eu accès aux traitements innovants, ils ont diminué, voire arrêté leur consommation d'huile essentielle.
Et sur les interactions, sur les greffes, je pense que le message, c'est quand même d'être très, 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 très prudent. Parce qu'on a, c'est pareil, on a plein d'interactions qu'on ne connaît pas. Et puis on a vraiment une problématique de toxicité dose cumulée, parce que on a des gens qui utilisent ça tous les jours. On a beaucoup de témoignages de consommation journalière d'huile essentielle. Et là, on ne sait pas ce que ça donne à long terme. Puisque d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui passe. Donc je vous accorde que c'est quand même problématique. On va clore cette plénière. On remercie tous les intervenants pour la qualité de leur présentation.